Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le colonel Jacques Augard, que nous avions reçu lors d'une première émission il y a quelque temps pour nous parler des Balkans, un expert des Balkans, et sur la possibilité pour cette région, les Balkans, d'être un peu déstabilisée par rapport à ce qui se passait en Ukraine et en Russie. Absolument. Une émission qui avait extrêmement bien plu à nos auditeurs, et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir à nouveau le colonel Jacques Augard pour la sortie d'un nouveau livre. Et je vous laisse développer. Jacques Augard avait dialogué avec nous sur l'affaire des Balkans, et ça nous avait permis de lever le voile d'ailleurs non seulement sur les liens entre la guerre actuelle en Ukraine et ce qui se passait dans les Balkans au moment où on avait fait l'émission, mais également de remonter aussi sur un certain nombre de choses qui s'étaient passées lors de la guerre de l'OTAN dans les Balkans. Mais Jacques Augard, c'est pas seulement les Balkans, parce qu'il a fait aussi un livre très intéressant sur le Rwanda, où il a essayé de redresser l'image de la France qui avait été saccagée par certains médisants ou malfaisants, comme on dirait. Aujourd'hui, il publie un livre sur l'Ukraine. Mais pas sur la guerre en Ukraine, sur les origines de la guerre en Ukraine. Et c'est un sujet dont je pense, pour le connaître assez bien, c'est un sujet extrêmement compliqué parce que c'est certainement la guerre en Ukraine est certainement un des événements sur lesquels il y a eu le plus de désinformation sur les raisons de cette guerre et sur toutes les raisons de cette guerre et comment on en est arrivé là. C'est pour ça que dans cette affaire, il faut rester extrêmement factuel, vraiment prendre les faits et les ajouter les uns aux autres. Alors, Jacques, d'abord, merci d'être là. Merci surtout à vous deux de m'inviter une nouvelle fois. Mais non, mais c'est bien. La première fois, elle était très bonne. On dit on va essayer une deuxième. Écoutez, mais j'en suis ravi. On va essayer d'être intéressant pour les auditeurs. Voilà. Alors, une première question. Pourquoi tu as fait ce livre sur les raisons ou les causes de la guerre en Ukraine? Parce que, comme tu viens de le dire à l'instant, je pense qu'on a beaucoup parlé de la guerre elle-même, des opérations. Alors on a beaucoup parlé des opérations ratées de la Russie au démarrage, etc., des intentions stratégiques réelles ou supposées de la Russie, des victoires réelles ou supposées des forces armées ukrainiennes, etc. Et bien sûr, c'est le cœur du sujet, puisque c'est la guerre, donc qui se termine à un moment donné par un vainqueur et un vaincu, ou par un équilibre précaire et un peu suspendu dans le temps. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir que personne, ou peu, tu en faisais partie, mais leur voix était souvent étouffée, personne n'abordait les véritables raisons, selon moi, de cet affrontement assez extraordinaire. J'avoue que moi, dans les jours qui précédaient le déclenchement des opérations russes en Ukraine, je n'y croyais pas. Je pensais encore qu'on était dans le bluff. Or, il faut signaler quand même que les seuls à le dire avec des certitudes tellement affirmées qu'on peut s'interroger sur leurs raisons particulières à l'époque, ce sont les Américains. Et j'ai découvert qu'il y avait effectivement un enchaînement de faits qui démarrait d'ailleurs, on peut dire en 2004 avec la Révolution orange, mais plus avant avec la fin de l'Union soviétique, avec l'effondrement du mur de Berlin, avec l'effondrement du pacte de Varsovie. Et donc les règles changeaient parce qu'elles offraient à l'impérium américain, à l'hégémon américain, une voie royale pour achever, dans leur esprit, leur conquête des esprits, leur conquête du monde, leur influence déterminante. Et c'est parfaitement décrit dans le bouquin de Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier. Absolument. Qui a tout décrit, en fait. Et qui a expliqué l'Ukraine. Il a expliqué en disant que c'était un coin dans le système russe et que c'est par là qu'il fallait aller vers la Russie. Il faut que vous sachiez, en 92, donc Brzezinski, qui est le stratège américain des néoconservateurs, explique pourquoi il faut voir l'Ukraine déstabiliser la Russie. Donc ils n'ont pas changé d'idée. Parce que eux, comme les Chinois, quand ils ont une idée dans la tête, on ne leur fait pas changer pendant longtemps. Je ne ferai aucune comparaison avec d'autres. Alors,
Pour rentrer dans le sujet, en définitive, tu viens de le rappeler, là, au départ, on a, dès la chute du mur de Berlin, en définitive, on a le stratège américain moderne, hein, le Brzezinski, qui donc dit l'Ukraine, c'est une cible. Mais après, tu viens de le rappeler, je voudrais rappeler pour nos auditeurs, après, on se retrouve avec la révolution orange. Il faut se souvenir qu'il y avait eu des accords entre les Américains et les Russes pour que les Américains laissent une zone, c'est-à-dire des pays frontaliers de la Russie, sans influence américaine directe, de manière à préserver, comme on dit chez les militaires, un no man's land entre les deux. Exactement. Hein? Exactement. Et les Américains ne l'ont pas respecté. Et les Américains ne l'ont pas respecté, donc il y a eu beaucoup d'engagements oraux, hein, mais sourcés. Aujourd'hui, on sait que ça a été, je dirais, documenté par les Américains eux-mêmes, par les Britanniques eux-mêmes, sur les déclarations qui ont été faites à l'époque aux dirigeants russes. Ça a commencé en fait avec Gorbatchev et son ministre des Affaires étrangères, et puis évidemment avec Poutine. Et Poutine, qui est diabolisé aujourd'hui à l'extrême en Occident, Poutine avait, les gens ne le savent pas, mais avait demandé d'emblée de rentrer dans l'Union au Conseil de l'Europe. Exactement. Il avait même demandé à Clinton à l'époque de rentrer à l'OTAN. Ce qui est quand même assez incroyable pour le pays qui était l'architecte du pacte de Varsovie dissous auparavant. Donc on voit bien que Poutine rêvait en fait d'une ouverture à l'Ouest, d'un adossement à l'Ouest, en tout cas dans les premières années de son règne, si je puis dire. Mais il a été systématiquement découragé par les Américains et les Britanniques, qui sont les meilleurs alliés des Américains, systématiquement, à mon avis, pour une raison très simple, c'est que, comme l'avait expliqué Brzezinski, l'Europe unie c'est bien, mais une Europe unie limitée à l'Europe de l'Ouest, avec éventuellement, en y rajoutant quelques anciens satellites de l'Union soviétique quand même, je pense à la Hongrie, à la Tchéquie, à la Slovaquie, etc., la Pologne bien sûr. Pour les Américains, il a toujours fallu une Europe divisée. Ils ont toujours monté les uns contre les autres. Absolument. Hein, ça c'est clair. Ça c'est le jeu stratégique des Américains qui a fonctionné à plein, et donc dans ce contexte-là, pas de Russie dans l'Europe. Enfin, il fallait surtout pas que la Russie s'associe à l'Europe, ça c'est clair. Donc, alors ça, c'est des choses que on sait, qui sont à la disposition des historiens, des gens honnêtes qui font, des journalistes honnêtes qui font leur travail, mais le grand public l'ignore, on ne le sait pas, on lui masque un certain nombre de choses. Il faut se souvenir que le général de Gaulle, quand il a été en Russie, à l'époque, la Russie était communiste, hein, ça a fait beaucoup de bruit quand il est allé visiter la Russie, et de Gaulle avait dit, mais pour éviter une Allemagne trop forte au milieu de l'Europe, et ensuite une Allemagne alliée avec la Russie, il faut que la France ait des liens très étroits avec la Russie. Chose paradoxale, le président Mitterrand, qui n'était pas un grand gaulliste, a fait exactement la même chose avec Gorbatchev. Il a été voir Gorbatchev au moment de la réunification de l'Allemagne en disant la même chose, en disant il faut absolument que la France soit bien avec la Russie pour éviter une hyperpuissance de l'Allemagne au milieu du système. Et les Américains, eux, disaient il faut éviter à tout prix une grande coalition européenne, germano-russe, on y reviendra peut-être tout à l'heure, hein, une coalition germano-russe qui serait trop puissante. Alors pourquoi ? C'est parce que si l'Europe est trop puissante, eh ben les Américains se retrouvent devant quelque chose qui a leur taille, et leur puissance était insupportable. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Exactement. Donc tout a toujours été fait pour éviter que l'Europe puisse devenir un concurrent direct des États-Unis. Il faut le dire. Donc les Américains ont tout fait, depuis la chute du mur de Berlin, pour considérer la Fédération de Russie comme la réincarnation de l'URSS, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Non. Et on a tout fait pour la diaboliser et la mettre à l'écart. Alors maintenant, il ne faut pas s'étonner qu'elle se jette dans les bras des Chinois et des Iraniens, etc., parce que c'est la conséquence logique. Les systèmes géopolitiques sont ainsi faits. Tu disais tout à l'heure que, en définitive, cette histoire de l'Ukraine, elle se renforce de plus en plus à partir de 2002, en gros. La révolution orange de 2004, suivie 10 ans plus tard du putsch de Maïdan, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, c'est renverser un gouvernement légitimement élu
selon des règles démocratiques de la région, hein, on va dire, c'est quand même un coup d'État, c'est un putsch. Bon. Il y a un excellent livre publié aux États-Unis au départ, avec 19 chercheurs américains de haut vol, qui s'intitule, c'est un peu provocateur comme titre évidemment, le coup d'État fasciste des États-Unis à Maïdan. Donc ce livre est très intéressant à lire parce que il met en lumière vraiment le rôle des États-Unis, et d'ailleurs absolument pas contesté quand on entend Victoria Nuland, exactement, au qui est Congrès la américain, secrétaire d'État actuelle des États-Unis, qui a joué un rôle déterminant dans Maïdan, de soutien à Maïdan, et qui s'est même vanté d'avoir été un peu la comptable. Elle a dit que c'est elle qui avait financé la révolution de la place Maïdan au Congrès américain, là, au début de la guerre, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, elle l'a reconnu. Ça veut tout dire. C'est quand même la somme initiale mise sur la table pour déstabiliser le gouvernement pro-russe de l'époque, 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. Donc tout ça, c'est clair, c'est documenté. La fameuse Victoria Nuland, il y a une interception, une écoute qui a été faite de Victoria Nuland qui parle avec un de ses collègues américains et qui lui dit, mais enfin, les Européens qui viennent de signer l'accord de Minsk, ils ne vont pas être d'accord du tout. Et qu'elle dit, en termes imagés, en argot américain, que les Européens, ils se faire foutre. Formule directe. Et formule directe est claire. Là, c'est clair que nous n'avons pas droit à la parole. Je veux dire, l'aveu, sans aucun doute possible, du président François Hollande à la retraite et de la chancelière Angela Merkel à la retraite, qui disent, mais l'accord de Minsk, en fait, c'était un leurre. Mais c'est très grave. Oui, c'est très grave. C'était un stratagème, en fait, oui, mais c'est très grave. pour berner la Russie et gagner du temps pour monter en puissance les forces armées ukrainiennes formées par l'OTAN. Exactement. Et armées par l'OTAN. Alors derrière tout ça, il y a quand même l'ombre du lobby militaro-industriel américain, je pense, il faut le dire, parce que et on voit bien que cette tentation d'aller vers la guerre, la fuite en avant vers la guerre, etc., a quand même des raisons fondamentalement stratégiques un peu, et aussi économiques. Hein. L'industrie militaire américaine, la production militaire américaine vendue à l'international, a pulvérisé tous les records. Tous les records, oui. Grâce à la guerre en Ukraine et à l'OTAN. Oui. J'ai eu la chance de lire quelques pages de votre livre, et je trouve intéressant aussi de donner des clés de lecture à des interventions, par exemple, du président Poutine, que je ne comprenais pas. Par exemple, quand Poutine disait « on va dénazifier l'Ukraine ». Mais votre lecture historique, que nous retrouvons dans votre livre, permet de comprendre. Alors, on peut y adhérer ou pas, mais on peut comprendre cette vision, cet état d'esprit des Russes et du président Poutine par rapport aux Ukrainiens et à la place qu'ils avaient, pour certains, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah bah il y a eu une division SS qui était ukrainienne. Hein. Donc il s'appuie sur des vérités historiques. Absolument, la division SS d'origine ukrainienne. La Das Reich était composée en grande partie d'Ukrainiens, il faut le savoir. C'est pour ça que c'est très important d'aller aux sources. Moi, j'ai revu cette émission de Simone Veil, rescapée de la Shoah, en discussion avec le père Desbois, qui a beaucoup fait pour mettre en lumière l'antisémitisme profond de l'Ukraine avant-guerre, hein, puisqu'il y a eu des massacres dès avant-guerre. Et pour dire, ça a continué. Mais ce qui est vrai, c'est que tous ces groupuscules néo-nazis, on les a cités, c'est parti du parti Svoboda, mais il y a le Azov, il y a Haïdar, etc. Ces groupuscules néo-nazis existent bien. Il suffit de regarder les vidéos des prisonniers faits à Mariupol par les Russes, exhibant leurs tatouages croix gammée, citation du Führer Adolf Hitler sur le torse ou sur le dos ou sur les bras, pour comprendre que c'est pas du rêve. On a cherché à minimiser tout ça. En réalité, ça ne trompe personne. Et c'est pas la majorité, c'est une minorité, c'est évident, mais une minorité agissante. C'est elle qui a vraiment pris en main la guerre contre le Donbass, c'est-à-dire contre les russophones. Dès 2014, dès 2015, c'est elle qui a été intégrée
à l'armée, aux forces armées ukrainiennes, cette tendance. Et c'est elle qui s'est livrée à un certain nombre d'actions et de crimes de guerre qu'il faut bien dénoncer. Je pense que le président Zelensky, quand il a été élu, n'était pas forcément de cette tendance-là. Il avait un programme qui était... il voulait faire... Il disait qu'il allait faire l'union. Il voulait pacifier. Il voulait pacifier, ouais. Mais en fait, il s'est retrouvé très vite accusé d'être un traître par ces gens-là. Et donc, il a basculé de leur côté. Donc tout ça, je pense que ça vaut vraiment la peine d'être mis à plat de manière claire, dépassionnée, historique, je dirais, parce qu'il y a toute une histoire derrière. Voilà, il y a alors dénazifier... en fait, je pense que c'est pas dénazifier l'Ukraine, c'est dénazifier la tendance actuelle de ce gouvernement ukrainien et dénazifier les groupes néo-nazis qui restent. Mais tout ça, ça a une histoire. C'est la Galicie, c'est... Benoît Méchain disait l'Ukraine c'est le fantôme de l'Europe en fait. Donc l'Ukraine n'a été vraiment indépendante que depuis 91. Oui, parce qu'avant il y avait eu 2 ou 3 périodes très brèves où l'Ukraine avait été indépendante. Le fantôme de l'Europe, ça veut dire que c'est un État, est-ce une nation, est-ce un pays, c'est un vrai débat. Parce qu'il y a une Ukraine russe et orthodoxe, russophone et orthodoxe, et puis il y a une Ukraine de l'Ouest qui était toujours soumise aux influences, je dirais, catholiques de l'Empire austro-hongrois et de la Pologne. D'ailleurs, vous revenez aussi dans votre livre sur la Crimée. Oui. Comment la Crimée a pu basculer aussi rapidement? La Crimée, c'est très simple, parce qu'en fait, la Crimée, ça n'est discuté par personne, en fait, par aucun historien sérieux. La Crimée est russe, au moins depuis l'époque impériale, je veux dire. Donc, moi, je suis allé moi-même en Crimée, j'ai visité tous ces palais magnifiques autour de Yalta, de Sébastopol, etc., qui sont les palais, les dachas des grandes familles de l'aristocratie russe des siècles derniers. On voit bien, et puis alors les Criméens, il y a les Tatars bien sûr, la minorité tatar, mais les Criméens sont russes, et ils tiennent à dire qu'ils sont russes. Il n'y a jamais eu de doute là-dessus. Donc simplement, la Crimée a été donnée, si je puis dire, administrativement par Khrouchtchev. Et on voit que toucher aux frontières naturelles pour l'avenir est toujours effectivement porteur de crise et de conflits et de guerres. C'est vrai là, mais c'est vrai aussi en Afrique, par exemple. Vous connaissez tous Yalta, on a tous entendu parler de Yalta à cause des accords de Yalta entre Staline, Roosevelt, il y avait Churchill à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. C'est là où s'est joué le redécoupage de l'Europe, avec la partie communiste et l'autre partie, pour la fin de la guerre. Donc c'est là tout a été négocié. Staline avait reçu tout le monde à Yalta, parce que Yalta, c'était la Russie. Et oui. Et ça, c'est ça. Alors, donc, quand on est en train de nous dire la Crimée appartient à l'Ukraine, mais non. Alors, les Alliés le savaient bien, puisque au moment de la guerre, ce fameux accord qui a redistribué le monde, en tout cas, qui a redécoupé l'Europe, il a été fait en territoire russe à Yalta. Donc, vous voyez, alors après, on vous dit la Crimée fait partie de l'Ukraine. Non. À l'évidence, la Crimée, elle a été rattachée à l'Ukraine très tard, et ne correspond absolument pas à l'histoire. Comme tu le dis, ça ne correspond pas à l'histoire. Oui. C'est une évidence. Je crois que c'est contesté par personne, d'ailleurs, en fait, sérieusement. Ouais, sauf les politiques qui ne connaissent pas l'histoire. Les politiques qui ne connaissent pas l'histoire. Et je pense que c'est d'ailleurs, tu as raison de dire ça, parce que c'est une des causes de nos problèmes actuels. Oui. C'est le manque de culture. Exactement. De nos si les gens avaient un minimum de culture, ils sauraient tout ça. Et ça leur éviterait des erreurs, des fautes monumentales. De Gaulle disait que la culture générale, c'est la véritable école du commandement. Je pense que ça s'adapte parfaitement aux responsables politiques, mais qui, aujourd'hui, ont oublié tout ça. Voilà. Au niveau politique, par exemple, économique, on voit que les Anglais et les Américains ont investi énormément en Ukraine avant la guerre. Absolument. Alors, il y a plusieurs aspects à ça. Moi, je pense d'abord que la vraie richesse de l'Ukraine, c'est quand même le grenier à blé de l'Europe et du monde méditerranéen au départ. Donc, les terres agricoles ukrainiennes
ambigrement intéressantes. Oui. Et aujourd'hui, elles sont détenues à plus de 50% par des consortiums américains. Exactement. Et il faut le dire, parce que tout ça n'est pas gratuit. Il y a eu ensuite des réformes agraires de Zelensky qui sont extrêmement défavorables aux paysans ukrainiens. Il faut le dire aussi, ça. Personne n'en parle, mais le régime ukrainien lui-même est responsable de sa propre perte. Donc, tu as raison, parce qu'au Parlement, si je me souviens bien, au Parlement ukrainien, les paysans ont demandé d'arrêter justement ces spoliations qui avaient lieu de leurs propres terres. Les petits paysans ont protesté en disant « vous êtes en train de favoriser les grands et donc des sociétés étrangères ». Au Parlement, il y a eu une grande discussion au Parlement ukrainien, parce que la paysannerie, comme ailleurs, protestait en disant « mais vous êtes en train de nous tuer ». Au profit de grands opérateurs. Bien sûr, bien sûr. Il faut quand même citer, parce que c'est très intéressant, la famille Biden et ses intérêts propres. Hunter, le fils, mais le frère de Joe, dont je n'ai plus le prénom en tête, qui ont fait de juteuses affaires en Ukraine, au point que le chargé d'affaires ou l'ambassadeur américain en Ukraine à l'époque demande à Washington d'intervenir en disant c'est en train de salir l'image des États-Unis en Ukraine, le comportement de ces gens-là, qui profitaient en fait des positions politiques de Joe Biden. Il faut savoir aussi que le président Obama, ça c'est les journalistes américains qui l'ont raconté, le président Obama appelait Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, Mister Ukraine. Oui. C'est-à-dire qu'il montrait bien, ça montrait bien les liens tout à fait particuliers que pouvait avoir le président Biden avec... et on sait que son fils. Affairiste en tout cas. On voit très très bien la volonté persistante et définitive des Américains de détacher l'Ukraine, qui au départ est dans la sphère russe. C'est quand même en Ukraine que la Russie est née. Et donc tout ça, il faut le dire, parce que les gens ne le savent pas, les gens l'ignorent. Et en fait, ce sont deux peuples frères, en tout cas pour toute la partie russophone de l'Ukraine, c'est les mêmes. C'est les familles... moi, j'ai des amis russes qui ont une mère ukrainienne, et j'ai des amis ukrainiens qui ont... aussi une mère russe, et les cousinages existent très fort entre ces deux peuples. Donc c'est vrai que c'est une tragédie, parce que c'est une tragédie qui, selon moi, a été voulue, planifiée, comme l'avait été la guerre de Yougoslavie dans les années 91-99, de la même manière, par les mêmes gens. Nuland a remplacé Albright, mais c'est la même catégorie de personnes et d'intérêts. Alors, ce qui est intéressant, ce sont tous des néoconservateurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les néoconservateurs américains, Madeleine Albright, Brzezinski, Nuland, le mari de Nuland, M. Kagan, qui est le chef des néoconservateurs américains actuellement, tous ces gens-là sont tous d'origine des pays de l'Est. Oui. Ils ont émigré aux États-Unis et ils ont une revanche à prendre. Exact, exact. C'est très important également dans la logique de tout ce qui se passe. Exact. Ils veulent se venger. À la lecture et la lumière de l'histoire de l'Ukraine, comment vous voyez l'évolution actuelle? Comment vous voyez qu'il pourrait se passer et une sortie de crise quelque part, et de quelle façon? Et je pense que la guerre militaire, et c'est un avis personnel, je ne force personne à le partager, mais il y a eu 3 étapes militaires significatives. Il y a Mariupol, il y a Bakhmut, et maintenant il y a Avdiivka qui est en cours de résolution. Ouais. Je pense qu'avec ce dernier dénouement, la guerre est définitivement perdue pour l'Ukraine et l'OTAN, parce que pauvre Ukraine, elle n'est pas responsable, elle est victime de tout ça. Mais c'est l'OTAN qui est derrière et qui est en train de perdre cette guerre. Alors, la logique, la sagesse voudrait que la diplomatie reprenne ses droits et qu'on discute. Et la diplomatie, c'est l'art de discuter, de faire discuter et de faire convenir d'un accord minimum entre des gens qui sont opposés et en contradiction les uns avec les autres. Alors, négocier, ça veut dire sur quelle base? Une redéfinition
des frontières héritées, des frontières peut-être un peu artificielles héritées de l'Union soviétique, entre ces États d'hier, ces républiques soviétiques d'hier, et puis la réalité d'aujourd'hui. Moi, je pense personnellement que l'Ukraine est condamnée à perdre sa partie russophone, mais je pense qu'il y a une autre condition très importante sur laquelle les Russes ne transigeront jamais, c'est l'appartenance à l'OTAN. Mais je pense que ça, c'est un facteur déterminant sur lequel les Russes ne céderont pas. L'Ukraine ne peut pas être membre de l'OTAN. Voilà. Donc tout ça, c'est les bases d'une négociation. Il faut souhaiter qu'elle ait lieu. Il y a quand même ce fameux lobby militaro-industriel qui n'est pas forcément d'accord. Et donc il y a quand même, je ne sais pas ce que tu en penses Alain, mais je pense qu'il y a quand même un risque de déflagration à partir du moment où on bascule dans l'irrationnel. Et je pense qu'on fait tout pour basculer dans l'irrationnel, en tout cas dans les opinions publiques. On parle de guerre nucléaire, on parle etc. Et on voit bien que d'abord les foyers se multiplient. Aujourd'hui, il y a quand même il y a l'Ukraine, bien sûr, dont on parle, mais il y a aussi Israël versus Palestine, qui est un sujet inflammable aussi, éminemment inflammable. Et puis, il y a le Caucase, il ne faut pas oublier l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Turquie. Et puis il y a l'Afrique. Il y a l'Afrique aussi, oui. L'Afrique est en pleine déstabilisation. Avec le Congo et le Rwanda. Avec le Congo, le Rwanda, avec les gendarmes de l'Afrique qui sont en train le Rwanda qui est le gendarme de l'Afrique, qui voudrait être le gendarme de l'Afrique. Pro-américain. Pro-américain, bien sûr. L'Ukraine est exsangue. Je pense que la population jeune de l'Ukraine, celle dont le pays aurait besoin pour travailler, pour développer son économie et sa reconstruction d'abord, je pense que cette population est éradiquée aujourd'hui. Le PIB de l'Ukraine en 91 était le même que celui de la Russie ou de la Pologne. Aujourd'hui, ou juste à la veille du déclenchement des opérations en 2021, ou début 2022, le PIB de l'Ukraine était la moitié du PIB de la Russie et le tiers du PIB de la Pologne. Donc ça a encouragé beaucoup l'immigration ukrainienne à l'extérieur, qui partait chercher du boulot, chercher et c'était aussi, il faut dire, parce que c'était le classement de Transparency International, le pays le plus corrompu d'Europe. Et ça continue. Absolument. Ils ont un peu corrigé certaines choses, mais on le voit récemment, les scandales sortent les uns après les autres. À mon avis, ils n'ont rien corrigé. Ils ont corrigé pour la forme, pour la façade. Mais sur le ça fond, continue. D'après ça continue. l'argent ruisselle à Kiev actuellement. Bien sûr. Et on voit bien que c'est... Il y a quand même 230 milliards de dollars ou d'euros qui ont été déversés par les alliés occidentaux sur ce pays. Donc il y en a une petite partie qui a été récupérée quand même. Quelques dizaines de millions qui disparaissent pour le bénéfice des gens au pouvoir. Donc tout ça, c'est vrai que c'est des éléments constitutifs. Alors la paix, il faut souhaiter la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut arrêter d'armer ce régime. Il faut arrêter de mettre sous perfusion financière et militaire. Il n'a plus de combattants. Donc par qui seront remplacés les combattants manquants, si ce n'est par des étrangers, par des mercenaires. C'est très dangereux, le jeu qui est en train de se passer. C'est très dangereux, à mon avis, de continuer à faire comme si l'Ukraine de M. Zelensky pouvait survivre. Je pense que cette Ukraine va disparaître inexorablement. Et d'autant qu'on arrive à la conclusion de cette émission. Et comme vous le savez, il y a très peu de temps, le président Zelensky s'est séparé de son chef d'état-major des armées, qui était l'homme le plus populaire d'Ukraine, pour une raison, entre autres, c'est que c'était l'homme, d'une part, il avait tenu tête aux Russes, mais c'est aussi l'homme qui avait le souci de préserver ses troupes. Il poussait Zelensky à éviter des combats qui coûtaient trop de soldats à l'Ukraine. Or, Zelensky, pour des raisons médiatiques, a préféré, à Bakhmout, ou à Avdiivka, enfin à chaque fois, a préféré laisser faire des espèces de foyers dans lesquels les troupes se faisaient massacrer, au lieu de les replier quelques kilomètres plus loin, mais médiatiquement parlant, c'était pas bon. On le sait, ça c'est des problèmes techniques militaires. Je pense que tu as raison de dire ça, et je pense qu'il faut aussi rappeler
Zaloujny, à mon avis, a signé son arrêt d'éviction en parlant à la presse occidentale et en reconnaissant l'échec de ces... Oui, exactement, en disant on est dans une impasse. Et là, on est dans une impasse, et donc, en clair, on a perdu la guerre. On essaie de masquer tout ça, et fuite en avant, pas fuite en avant, c'est des vraies questions. Mais je pense qu'il faut absolument que la diplomatie reprenne ses droits. Trouve une solution. Et la diplomatie est faite pour ça. Mais c'est vrai qu'en France, on a dissous le corps diplomatique. Il n'y a plus de concours de diplomatie, que ce soit le concours d'Orient ou le concours principal. C'est inquiétant tout ça, parce que je pense qu'on prend des chemins qui sont des chemins extrêmement dangereux pour la paix du monde. Voilà. Eh bien, ça sera le mot de la conclusion. Souhaitons malgré tout que la raison prenne le pouvoir et que on maintienne cette paix dans le monde qui est si nécessaire dans l'intérêt de nous tous. Merci. Merci Jacques pour cet très intéressant échange. Merci sur l'Ukraine et les raisons de la guerre en Ukraine. Et puis, qui sait, peut-être tu feras un autre livre qui nous intéressera. Hein? Merci beaucoup. Je pense qu'à la lecture de ce livre, vous allez pouvoir faire l'association entre l'émission que nous avons faite avec Alain Juillet sur l'année 2024, charnière, et ce livre, et là vous aurez une vision complète tout à fait de ce qui peut se passer en 2024. Merci et à très bientôt sur Openbox TV. Au revoir. Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt.